Ilusia était autrefois un type tout à fait ordinaire, mais un jour, il se retrouva transformé en œuf de dragon, dans une situation digne de Doofenshmirtz, puisque ni l'un ni l'autre de ses parents ne s'étaient présentés à sa naissance. La première chose qu'il vit fut un écran, et une voix résonna dans sa tête pour lui expliquer que sa fenêtre de statut afficherait toutes les informations concernant ses capacités. Cela semblait plutôt pratique, jusqu'à ce qu'Ilusia réalise qu'il devait surtout s'inquiéter du fait qu'une voix parlait directement dans son esprit. La voix lui expliqua qu'elle faisait partie d'une compétence appelée voix divine, et que son rôle était de lui fournir des explications sur son statut et ses aptitudes. Ilusia demanda alors si ce monde était une sorte de jeu, mais la voix répondit qu'elle ne pouvait pas lui donner cette information, la compétence voix divine n'étant encore qu'au niveau 1. Il lui demanda ensuite si elle pouvait au moins lui dire où il se trouvait, mais la voix refusa une nouvelle fois de répondre à toute question ne concernant pas son statut. À bout de nerfs, Ilusia s'énerva tellement que son œuf se mit à rouler et finit par tomber d'une falaise. Lorsqu'il s'arrêta enfin, le système l'informa qu'il venait d'acquérir une résistance aux dégâts de chute. Toutefois, cela avait un prix. Ses points de vie avaient diminué d'1 point. Et quand on ne possède que 5 PV au total, perdre 1 point est loin d'être anodin. Ilusia roula ensuite jusqu'au bord d'un lac. Là, il aperçut pour la première fois son reflet dans ce nouveau monde. Et c'est à cet instant qu'il comprit qu'il était littéralement un œuf. Le système l'informa qu'il était un œuf de dragon, un monstre de rang F, et que si sa coquille venait à être détruite, il mourrait sur le champ. Déjà accablé par la situation, Ilusia apprit en plus que les œufs de dragon étaient totalement impuissants et dotés d'une intelligence à un seul chiffre. En résumé, rouler était à peu près la seule chose qu'ils puissent faire pour le moment. Certes, ils avaient le potentiel de devenir de redoutables dragons une fois éclos. Mais si l'on a déjà regardé Nat Geo Wild, on sait que les chances de survie sans finir en simple encas protéiné sont extrêmement faibles. Pris de panique, Ilusia se mit à trembler, ce qui le fit de nouveau rouler en bas de la colline. Il chuta d'un autre rebord et ses PV tombèrent à 3. Il décida alors de rester immobile pour le moment, conscient qu'il ne pouvait absolument pas se permettre de subir le moindre. C'est à cet instant que le sadisme typique de la noblesse entra en jeu. Privée de ses bottes, Pamela fut forcée de danser aux côtés de Neil. Et cela se répéta durant de longues 10 années, au point que beaucoup se demandaient combien de temps encore elle pourrait endurer une telle épreuve. La plupart des gens furent choqués de la revoir cette nuit-là, comme s'ils assistaient au retour de Scarlett Castile tout droit sortie de l'enfer. Après toutes ces souffrances, le jour suivant arriva, et Constance se réveilla en croyant que tout ce qu'elle avait vécu n'était qu'un simple cauchemar. Cependant, lorsqu'elle se tourna, elle se retrouva face à Scarlett elle-même. La femme était là, l'attendant, et la pauvre Connie se mit à hurler de peur. Terrifiée, elle demanda qui était réellement cette femme. La réponse vint sans détour. Elle s'appelait Scarlett Castile. À cet instant, Constance se souvint clairement avoir assisté à son exécution des années auparavant. C'est pourquoi elle déclara que tout cela n'avait aucun sens. Après tout, elle avait vu Scarlett être mise à mort de ses propres yeux 10 ans plus tôt. Scarlett lui demanda alors si le fait de la voir ici lui faisait croire qu'elle était encore en vie. Puis, elle révéla quelque chose d'inattendu, laissant Connie profondément surprise. Scarlett Castile avait été la plus grande antagoniste de son époque. Elle avait tenté d'empoisonner Cecilia, sa rivale en amour pour le prince héritier Henri. Celui-ci l'avait démasquée au Grand Méridien, et c'est là que tout avait pris fin. Ses fiançailles furent rompues, et ses actes conduisirent finalement à sa condamnation et à sa sentence de mort. Scarlett ne révéla pas tout immédiatement, mais elle fit clairement comprendre qu'elle voulait savoir la raison de sa présence ici. Après tout, elle n'avait pas encore reçu son paiement, puisqu'elle n'avait évidemment pas aidé une étrangère sans rien attendre en retour. Constance se souvint alors avoir entendu cette voix au moment où elle était à genoux, suppliant qu'on lui vienne en aide. Scarlett expliqua que le paiement serait simple. Constance devrait consacrer le reste de ses jours à l'aider à assouvir sa vengeance. Et c'est ainsi que cette partie de l'histoire, à la tombée de la nuit, les points de vie d'Ilusia se sont enfin régénérés. Il est donc en sécurité pour recommencer à bouger. Il se met à rouler lentement sur le sol, et en le faisant, il réfléchit à ce que va être sa vie en tant qu'œuf. Être un œuf peut sembler nul, mais tôt ou tard, il va éclore en dragon et devenir extrêmement puissant. Il décide donc de faire de cet objectif sa mission. Cependant,
Alors qu'il roule à travers la forêt, il tombe sur une autre créature. Il s'approche un peu pour mieux observer et découvre que cette chose s'appelle un ver sombre. Et selon son écran de statut, il porte le titre de mange-œuf. Oui, ça ne sent pas bon du tout. Illusia commence immédiatement à rouler à toute vitesse pour sauver sa peau, mais vu la vitesse à laquelle le ver le poursuit, fuir simplement ne suffira pas à le sortir de ce pétrin. Le ver a actuellement 8 points de vie, ce qui dépasse les points de vie maximum d'Illusia. S'il essayait de lui foncer dessus, il mourrait avant même de le toucher. Soudain, il se rappelle qu'il a reçu plus tôt dans la journée une résistance aux dégâts de chute et décide d'en tirer parti. Il attire le ver vers une falaise proche, puis le trompe pour qu'il saute avec lui. Au moment où ils touchent tous les deux le sol, Illusia est toujours intacte grâce à sa résistance aux chutes et au fait qu'il a atterri sur le corps du ver. Le système l'informe alors qu'il a gagné 12 points d'expérience pour avoir réussi à tuer le ver. En conséquence, il monte de niveau et remplit les conditions pour évoluer. Le système lui montre alors l'arbre d'évolution et lui demande quel chemin il souhaite emprunter. L'arbre du bébé dragon ou l'arbre du petit dragon. Illusia n'a absolument aucune idée de la différence entre les deux, alors le système commence à lui expliquer. Les petits dragons sont une espèce naine de dragons. Bien qu'ils soient petits comparés aux autres dragons, ils peuvent tout de même atteindre la taille d'un ours et possèdent une capacité mortelle à cracher du feu. En revanche, le bébé dragon n'a pas grand-chose pour lui à part le fait qu'il peut évoluer en de nombreuses espèces de dragons. Par contre, il a un goût vraiment délicieux avec de la sauce soja. Donc Illusia pourrait bien finir dans un épisode de Delicious in Dungeon s'il choisit cette voie. Illusia n'a clairement aucune envie de finir en repas. Le petit dragon semble donc être l'option la plus sûre. Mais juste au moment où il s'apprête à faire son choix, une voix lui parvient, lui disant qu'il doit devenir plus fort et viser le sommet. Ses champignons étaient truffés de poison, et il avait à peine survécu, mais cela lui avait tout de même permis d'acquérir une compétence de résistance au poison. Donc, ce n'était pas complètement perdu. Illusia ne veut toujours pas manger les vers, alors il décide de s'aventurer dans la forêt à la recherche de nouvelles proies. Quelques minutes après le début de sa recherche, il aperçoit un loup gris. Le loup est plus grand que lui, mais les statistiques d'Illusia sont supérieures, alors il décide de l'attaquer et commence à courir aux côtés du loup. Il le frappe avec un point de feu, le tuant sur le coup. En inspectant le cadavre, il se rend compte qu'il peut utiliser ses flammes pour cuire la viande. Quelques minutes plus tard, Illusia tient un morceau de viande de loup parfaitement cuit, et c'est la meilleure chose qu'il ait goûtée depuis son arrivée dans ce monde. Il veut en obtenir davantage, alors il décide de chasser exclusivement des loups pour pouvoir manger leur viande une fois sa journée terminée. Grâce à tous ses efforts, en soirée, Illusia atteint le niveau 20, et sa prochaine évolution aura lieu une fois qu'il atteindra le niveau 25. Cependant, le rythme auquel il monte en niveau ralentit à mesure qu'il devient plus fort, donc les choses ne seront pas aussi faciles à l'avenir. Côté positif, comme il a utilisé son souffle de bébé dragon si souvent, il est maintenant assez doué pour griller la viande, et sa situation alimentaire est résolue. Pourtant, il souhaiterait avoir quelqu'un à qui parler en dehors du système, puisque celui-ci ne répond jamais à ses questions importantes. Juste à ce moment-là, Illusia entend des voix venant de la forêt à proximité. Il ne comprend peut-être pas ce qui est dit, mais cela signifie qu'il y a d'autres personnes ici, alors il décide d'aller vérifier. Les voix provenaient d'un groupe d'humains, et Illusia voulait aller leur parler, mais ce serait difficile en tant que dragon. Pris individuellement, aucun des humains n'est aussi fort qu'Illusia, mais ils ont l'avantage du nombre, donc se montrer pourrait être risqué. Cependant, il ne veut pas rester seul pour toujours, alors il décide de sortir malgré tout. Malheureusement, il a oublié un détail. La viande de bébé dragon est délicieuse avec de la sauce soja. Dès que les aventuriers le voient, ils l'attaquent immédiatement pour un repas facile. Il essaie de leur dire qu'il ne veut pas se battre, mais ils ne parlent pas leur langue. Alors l'un des humains lui entaille la poitrine avec son épée, et l'autre utilise un sort de foudre pour le paralyser. Illusia comprend immédiatement que c'était une énorme erreur, alors il tente de fuir, mais la foudre a déjà rendu ses jambes inertes, et il ne peut rien faire. Les aventuriers commencent à s'approcher pour l'achever, mais à la dernière seconde, la fille qui est avec eux intervient pour les arrêter, car elle se sent mal pour Illusia. La fois suivante qu'Illusia ouvre les yeux,
il la voit en train de soigner ses blessures, et il est sincèrement reconnaissant qu'elle ait choisi de le défendre. Les deux autres ne comprennent pas pourquoi elle se soucie autant d'un dragon au hasard qui aurait pu être leur repas de la nuit, mais s'ils veulent qu'elle le garde en vie, ils ne vont pas l'arrêter. Ilusia jette un coup d'œil à son écran de statut et découvre que la jeune fille s'appelle Myria et qu'elle est une humaine de type Terre. Elle utilise également les dernières ressources de son MP pour le soigner, et Ilusia a déjà récupéré l'usage de ses jambes, mais il sait que Myria va probablement partir une fois qu'elle se rendra compte qu'il est guéri. Alors, il fait semblant d'être encore blessé un peu plus longtemps. Ilusia ne comprend toujours pas les mots que Myria prononce, mais en l'écoutant, il obtient une compétence appelée langue grecque, et s'il l'améliore, il pourra mieux comprendre ce qu'elle dit. Soudain, Ilusia entend des cris stridents venant de plus loin dans la forêt, et il comprend que ce doivent être les autres aventuriers qui étaient avec Myria. Pour qu'ils aient crié ainsi, il doit y avoir un monstre ridiculement puissant à proximité, et dans ce cas, aucune chance qu'ils survivent à une rencontre avec lui. Ilusia veut aller voir ses amis, mais il essaie de retenir Myria par son manteau, car c'est trop dangereux, surtout qu'elle n'a plus de MP. Cependant, elle ne comprend pas son avertissement et s'enfuit malgré tout. Ilusia ne sait pas quel genre de monstre se trouve là-bas, mais il est certain qu'aucun des humains ne peut le vaincre, donc il doit aller les sauver. Ses jambes sont encore un peu engourdies, ce qui rend le déplacement difficile. Lorsqu'il arrive enfin sur le lieu des cris, il est choqué de découvrir un énorme dragon de roche de rang mer, avec plus de 200 HP, soit bien plus que les 30 chevaux vapeur d'Ilusia. Normalement, il aurait fait demi-tour et fui le plus vite possible, car il ne veut pas affronter cette créature. Mais lorsqu'il voit Myria s'effondrer au sol, il ne veut pas la laisser derrière lui. Il n'a donc pas d'autre choix que de tenir sa position. À un cheveu près, le bébé échappe à la mort en bondissant, et, après s'être caché dans les buissons, il repense à sa propre stupidité d'avoir cru qu'il pourrait gagner en collaborant avec des humains. Au passage, il se demande aussi en quoi cet homme est censé être un nain, car la chose est gigantesque. C'est alors qu'il aperçoit Myria étendue au sol et comprend que, bien qu'elle soit encore en vie, l'ennemi est en train de la prendre pour cible. Déterminé à l'empêcher d'être définitivement tué, le bébé se met à courir vers elle, mais il est interrompu à mi-chemin par des pensées intrusives qui lui ordonnent de fuir. Soudain, la voix divine s'empare de son corps, le forçant à admettre qu'il n'a absolument pas les compétences nécessaires pour vaincre une créature de cette taille. Pourtant, il refuse d'abandonner quelqu'un qui lui a sauvé la vie peu de temps auparavant. Ainsi, le bébé avance vers l'adversaire et, lorsqu'il est attaqué par la queue de la créature, il roule pour esquiver, gagnant ainsi le titre de roi de l'évasion, et parvient même à frapper la tête de l'ennemi en utilisant ce même mouvement. Lorsqu'il retombe au sol, il remarque que le mage du groupe a rendu l'âme, mais que le guerrier est toujours en vie, ce qui signifie qu'il peut encore sauver quelqu'un. Le bébé continue d'utiliser sa technique de roulade pour faire face à l'ennemi, ayant acquis une grande maîtrise de cette compétence après avoir passé du temps sous forme d'œuf. Bien entendu, son objectif n'est pas de vaincre ce monstre, mais de l'attirer ailleurs afin de pouvoir revenir ensuite secourir les survivants. Malgré tout, le dragon de pierre frappe violemment le sol, soulevant une énorme quantité de terre qui percute directement le bébé, lequel est choqué de constater que la créature possède même une attaque de zone. Comprenant que l'esquive seule n'est pas très efficace, le bébé saute alors vers l'ennemi et lance un coup de poing enflammé. Cependant, la créature se régénère, rendant encore plus évident le fait qu'elle est impossible à vaincre. Malgré cela, le petit y voit une occasion. Il attrape Myria, la charge sur son épaule et s'enfuit. À cet instant, son regard se pose sur l'homme encore en vie, mais il sait qu'il n'a pas le temps de sauver les deux. Au moins, il pouvait sauver la jeune fille. Tout en portant Myria vers un endroit sûr, le dragon réalise qu'elle perd des points de vie à cause de l'hémorragie. Dans un élan désespéré, il tente de lancer un sort de soin, avant de comprendre qu'il doit agir concrètement au lieu de s'en remettre à une illusion née dans son esprit. Il utilise alors son odorat extrêmement développé pour déterminer la direction d'où venait Myria, espérant y trouver un lieu sûr. Après avoir identifié l'odeur humaine, il s'élance de toutes ses forces dans cette direction, mais doit bientôt s'arrêter net lorsqu'une meute de loups gris l'attaque. En persistant dans la poursuite, ceux-ci parviennent à encercler le dragon. N'ayant aucune voie de fuite, le monstre se défend. Quelques minutes plus tard, Myria ouvre lentement les yeux et aperçoit le bébé dragon faisant face à plusieurs loups à la fois,
se battant courageusement contre eux pour protéger l'humaine. Mais elle referme rapidement les yeux et perd connaissance de nouveau. Ce n'est qu'après un combat remporté au prix d'efforts considérables, déjà tombé la nuit, que tout s'achève. Le bébé dragon reprend sa fuite, Miria toujours sur l'épaule, mais il commence à atteindre ses limites physiques. Par chance, au moment où il est sur le point de s'effondrer, il découvre un village humain et appelle désespérément à l'aide. Malheureusement, les humains ne comprennent pas ce qu'il essaie de dire. Ils n'entendent que les rugissements effrayants de la créature qu'il est réellement. Les hommes accourent alors à l'extérieur, armés d'outils de travail pour se défendre. L'un d'eux va même jusqu'à planter une lance dans la cuisse du dragon, et la pauvre créature ne peut rien faire d'autre que maintenir Miria sur son épaule et supplier qu'on l'aide. Heureusement, l'un des hommes reconnaît que la personne portée par la créature est Miria, ce qui apaise les autres. Après avoir insisté à maintes reprises et compris qu'il n'obtiendrait rien en parlant, le dragon dépose la jeune femme au sol et s'enfuit. Les hommes se précipitent aussitôt pour examiner Miria et, constatant la gravité de son état, appellent Mariel. Pendant ce temps, seul dans la forêt, le bébé dragon ressent au moins un certain soulagement. La jeune fille est en sécurité. Il ne peut cependant pas en dire autant de sa cuisse, car la blessure laissée par la lance est terrible. À cet instant, il comprend que, quoi qu'un dragon fasse, il restera toujours un dragon. En guise de maigre consolation, la voix divine lui accorde le titre de petit héros. Au lever du soleil, dans le village où elle a été emmenée, Miria se réveille après un long repos et découvre Mariel à son chevet. L'elfe a dû la transporter jusqu'ici pour la soigner, car la situation était suffisamment grave pour qu'elle utilise une magie blanche d'un niveau qu'elle n'avait plus employé depuis très longtemps. Sans compter que Miria a dormi 2 jours entiers, preuve de la gravité de ses blessures. Alors que Miria tente de comprendre qui l'a amenée au village, Mariel grogne, rappelant que, comme elle l'a toujours dit, l'humaine n'aurait jamais dû se laisser influencer par Daz de cette manière. À ce propos, Miria demande si ses compagnons vont bien, et son ami lui répond que Grants est mort. Son corps a été retrouvé dans la forêt et, d'après ce qui a été rapporté, quelque chose de très lourd lui est tombé dessus. Mariel ajoute qu'elle n'aurait jamais imaginé que Daz tenterait à nouveau d'affronter un dragon de pierre, ce qui, avec le recul, était d'une stupidité monumentale. Quoi qu'il en soit, les hommes n'ont pas retrouvé son corps, mais au vu de la situation, il a probablement été dévoré. Pensant être la seule survivante, Miria ne peut retenir ses larmes et se reproche de ne pas avoir réussi à convaincre Daz de faire demi-tour avant que tout cela n'arrive. De son côté, malgré tout, Mariel se dit soulagée que la jeune fille ait survécu, surtout parce qu'elle sait parfaitement que Daz n'a jamais été du genre à écouter les autres. Malgré cela, Miria ne pense pas que ce soit une mauvaise personne. S'il y a bien une chose qu'elle admire chez cet homme, c'est qu'il est toujours le premier à faire face aux monstres qui s'approchent du village, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il avait une si grande influence sur les enfants. Cependant, quelque chose était différent le jour où ils sont allés dans la forêt. Miria avait vu Daz se disputer avec un homme à la taverne, simplement parce que celui-ci affirmait que Daz n'était pas capable de vaincre un dragon de pierre, puisqu'il avait pris la fuite face à l'un d'eux autrefois. Agacé, l'aventurier répliqua que cela remontait à 10 ans et qu'aujourd'hui, il était parfaitement capable d'abattre ce monstre. Obsédé par cette idée, l'homme partit à la recherche de Grants et de Miria afin de se joindre à lui pour une... Selon lui, Mariel avait autorisé cette expédition, bien que Miria lui ait rappelé que l'elfe avait pourtant été très clair. Elle ne devait pas accompagner cet homme s'il tentait d'affronter le dragon de pierre. Cependant, Daz utilisa le chantage émotionnel, affirmant que lui et Grants partiraient de toute façon traquer le monstre et que, si elle ne les accompagnait pas, il risquait fort d'y laisser la vie. Inquiète pour ses amis, Miria accepta de les suivre, à condition que Daz promette de battre en retraite si la situation devenait trop dangereuse. Regrettant ce qui s'est produit, Mariel affirme que Daz est mort à cause de son ego démesuré. En revanche, elle se réjouit du fait que Miria ait réussi à atteindre le village malgré la gravité de ses blessures. Puisqu'elle en parle, Miria demande si quelqu'un l'a ramenée, et l'elfe se contente de répondre qu'elle a été attaquée par un monstre à l'extérieur du village. Troublée, Miria ne se souvient que d'avoir perdu connaissance lors de l'attaque du dragon de pierre et de ne s'être réveillée que maintenant. Il lui paraît donc impossible d'être revenue seule. Mais Mariel insiste, c'est la seule explication,
puisqu'aucun villageois n'est allé dans la forêt cette nuit-là, à l'exception du trio de l'expédition. En réalité, d'après ce que sait l'elfe, Myria a été retrouvée inconsciente à l'entrée du village et s'apprêtait à être attaquée par un monstre. Mais Grégory a réussi à faire fuir la créature. Face à ces éléments, Marielle en conclut que son amie a perdu la mémoire à la suite du traumatisme intense qu'elle a subi. Cherchant désespérément à se souvenir, une brève image du bébé dragon combattant des loups surgit dans l'esprit de l'humaine. Elle demande alors à quoi ressemblait le monstre qui l'a attaqué. Mais l'elfe n'en a aucune idée, car la créature avait déjà disparu lorsqu'elle est arrivée sur les lieux. Pendant ce temps, le petit héros se réveille et se rend compte, à sa grande surprise, qu'il a entièrement récupéré, ce à quoi il ne s'attendait pas vu la gravité de sa blessure. Au final, cela semble être l'un des avantages d'être un dragon, puisqu'un humain n'aurait jamais bénéficié d'une telle capacité de régénération. Inquiet pour Myria, le dragon se demande comment elle va. Bien qu'il ait sauvé la jeune fille, le bébé sait qu'il aurait très bien pu être tué par cette créature gigantesque, car, même s'il est devenu plus fort après son évolution, il ne pouvait toujours pas rivaliser avec elle. Si seulement il avait été plus puissant, tout aurait pu être différent. Ainsi, le jeune dragon est envahi par un désir ardent de devenir plus fort. Porté par sa détermination, le bébé dragon utilise une stratégie particulièrement ingénieuse pour attirer plusieurs vers de l'ombre au même endroit afin de farmer de l'expérience. Dans ce cas précis, il suspend l'un des vers à un arbre, forçant ainsi la créature à utiliser sa compétence, appelle des alliés, ce qui lui permet de contrôler exactement l'endroit où les renforts apparaîtront, ce que l'on pourrait appeler le piège parfait. Grâce à cette idée, le bébé dragon est récompensé par la voix divine avec le titre « Voix du mal », un titre qu'il n'apprécie honnêtement pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, le petit ne peut pas se permettre de gaspiller l'occasion qu'il a créée et fonce droit sur les monstres. Malgré son admiration pour leur loyauté, eux qui sont venus aider un camarade, le bébé dragon les fait tous rôtir et atteint le niveau 25, remplissant ainsi les conditions requises pour sa prochaine évolution. Excité, il se voit alors présenter ses options possibles. Mini-dragon ange, dragon enfant de marbre, jeune dragon de la peste, confus. La première chose que remarque le bébé, c'est que la dernière option semble particulièrement sinistre. De nombreuses questions lui viennent alors à l'esprit. Quelle est donc la différence entre mini et enfant, ou encore entre bébé dragon et petit dragon? Heureusement, la voix divine apparaît pour lui expliquer qu'être un petit dragon ne signifie pas être petit physiquement, mais plutôt ne plus grandir au-delà de sa taille actuelle. Les petits dragons montent rapidement de niveau, mais restent inférieurs aux bébés dragons en termes de capacité et de potentiel de développement. En résumé, le petit dragon représente la voie courte. Il commence fort, mais pas excessivement. À l'inverse, le bébé dragon suit une voie plus longue. Il débute plus faible, mais peut devenir bien plus puissant avec le temps. La voix divine ajoute ensuite que le type enfant est une version améliorée du bébé. Le type mini, quant à lui, ne possède pas beaucoup d'options d'évolution, mais celles qu'il propose sont garanties comme étant de bonne qualité. Enfin, le dragon demande ce que signifie le type jeune, mais la voix divine reste simplement silencieuse, le laissant se creuser la tête sur le choix à faire. Le bébé dragon demande alors une brève explication de chacune des 5 options. La voix divine, le mini-dragon est de petite taille, tout comme le petit dragon, mais sa croissance est lente et ses voies d'évolution sont peu nombreuses. En contrepartie, s'il démontre un certain potentiel, il peut continuer à évoluer par la suite. Le bébé trouve cette option déplorable à cause de sa progression lente et de ses perspectives limitées, et l'écarte donc immédiatement. Quant au mini-dragon ange, aussi appelé esprit assistant, ce dragon consacre son existence à aider les autres. Bien qu'il maîtrise efficacement la magie blanche, il se révèle peu performant en combat. En évaluant cette option, le bébé n'aime pas l'idée d'être faible sur le champ de bataille, mais il se souvient à quel point il désirait une magie de soin semblable à celle de Myria. Vient ensuite le dragon enfant, l'évolution naturelle du bébé dragon, qui renforce progressivement ses capacités physiques en grandissant, un point qui attire énormément le bébé puisqu'il s'agit de la voie recommandée pour sa classe actuelle. Puis vient le dragon enfant de marbre. Ces dragons ont subi une mutation et présentent un motif en forme de goutte sur leur peau. Ils possèdent une puissance magique supérieure à celle de la majorité des autres dragons.
Le bébé considère sérieusement cette option, pensant qu'une magie puissante serait un atout sur le long terme, et que cette mutation a quelque chose de spécial. Enfin, le jeune dragon de la peste, première étape vers le dragon maléfique, celui qui sème le désastre partout où il passe. Bien qu'ils soient connus pour mourir jeunes, ces dragons sont extrêmement intelligents et capables de prendre une forme humaine, même s'ils mènent une existence solitaire. À la fin de l'explication, le bébé dragon se bouche les oreilles, car il ne considérait déjà plus cette option à cause de ses caractéristiques horribles, mais il finit tout de même par entendre la partie concernant la capacité à adopter une forme humaine. Cela pourrait bien être sa grande chance d'entrer dans les villages et d'essayer de mener une vie normale, sans risquer de se faire transpercer la cuisse par une lance. À partir de là, il pèse soigneusement le pour et le contre et se retrouve face à un cruel dilemme, car, comme tout le monde le sait, si cette classe porte le nom de « peste », ce n'est certainement pas sans raison, comme l'a affirmé la voix divine. D'un côté, le lézard savait que cela ressemblait à une idée absolument terrible. Mais d'un autre côté, il s'inquiétait énormément pour Myria, et il désirait plus que tout obtenir la capacité de se transformer en humain. Ainsi, il pourrait vivre une vie pure et honnête aux côtés de ses amis, et si tout tournait mal, il lui suffirait de revenir à sa forme normale. Avec cela en tête, le bébé dragon prit sa décision. Une bonne fois pour toutes, il deviendrait un jeune dragon de la peste. Après sa transformation, en voyant son reflet dans l'eau, le pauvre être commença aussitôt à regretter son choix, car il avait réellement l'apparence d'une créature maléfique. Il apprit alors, par la voix divine, que sa capacité de vérification de statut avait gagné un niveau, ce qui lui permettait désormais d'analyser en détail chacune de ses techniques. De plus, la voix divine elle-même avait atteint le niveau 2, et le jeune dragon de la peste avait acquis les compétences vol et poussière d'écailles de dragon. Sa capacité de morsure avait évolué en croc venimeux, et il avait également reçu plusieurs autres pouvoirs qui lui donnaient littéralement mal à la tête. Enfin, il obtint le titre de calamité, et son titre de vilain passa au niveau 2, ce qui commençait à l'inquiéter sérieusement quant à la classe qu'il avait choisie. Le dragon examina ses compétences, mais ne trouva nulle part la transformation humaine, pourtant la seule chose qu'il désirait vraiment, au point d'en être désespéré. Il exigea des explications de la voix divine, mais celle-ci lui répondit qu'elle n'était pas en mesure de fournir ce type d'informations à son niveau actuel. Après s'être allongé un moment pour réfléchir à tout cela, le jeune dragon de la peste rassembla ses pensées et tenta de se concentrer sur d'autres questions importantes, comme l'identité même de la voix divine. Une fois encore, la réponse fut la même. Aucune information ne pouvait lui être donnée à ce sujet. Il tourna alors son attention vers la poussière d'écailles de dragon. La voix divine expliqua qu'en battant des ailes, le dragon pouvait répandre un miasme affaiblissant qui affectait tout ce qui l'entourait. Au niveau maximal, il serait capable d'empoisonner des nations entières simplement en survolant leur territoire. En entendant cela, le jeune dragon battit des ailes, ce qui tua instantanément une fleur, lui faisant réaliser qu'il était, en réalité, une arme biologique vivante. Ensuite, il demanda une explication concernant son souffle pestilentiel, qui consistait à projeter une haleine infectée directement au visage de l'ennemi. En plus d'infliger de lourds affaiblissements, cette attaque était extrêmement contagieuse, au point d'avoir autrefois éradiqué une civilisation entière. De plus en plus inquiet, le dragon commença à se demander s'il n'était pas, en fin de compte, le véritable antagoniste. Le garçon réincarné demande si les titres qu'il a reçus représentent au moins autre chose que le mal. La voix explique le premier. Mini-héros, accordé à ceux qui ont montré un courage modeste et dont la gentillesse pourrait, un jour, les conduire à un statut héroïque plus avancé. Ce titre confère une légère augmentation des dégâts de certaines armes, et il a également un impact profond sur le chemin évolutif du dragon, qui se dit qu'il pourrait échapper à la voie du mal s'il continue à faire progresser ce titre. Le jeune dragon de la peste interroge ensuite la voix divine au sujet du titre de vilain. La voix explique qu'il est destiné aux antagonistes diaboliques qui laissent derrière eux des montagnes de cadavres, riant méchamment en comptant le nombre de vies qu'ils ont prises. Ce titre accorde un petit bonus au pouvoir de type sombre, rend l'apprentissage de la magie blanche plus difficile avec le temps et réduit le taux de régénération, influençant fortement le chemin évolutif du dragon. Terrifié une fois de plus, le jeune dragon de la peste se débat au sol,
certain d'avoir fait le pire choix possible. Pendant ce temps, Myria et Marielle vérifient les pierres de protection disséminées dans tout le village, puisqu'elles créent une barrière autour du territoire et doivent fonctionner parfaitement. En réalité, cette barrière est un sort de charme qui dissuade subconscientement les créatures de la traverser, mais elle est inefficace contre les monstres dotés d'une forte détermination ou d'un objectif très clair. Cela fait se demander à Myria si, au final, cette petite créature essayait vraiment de la protéger. Quoi qu'il en soit, puisque cette chose a réussi à franchir la barrière, Marielle doit s'assurer que cela ne se reproduise jamais. Les deux se dirigent donc vers la prochaine pierre de protection pour que l'elfe y lance un sort. À ce moment, Myria avoue avoir le fort pressentiment qu'elle a été sauvée par ce petit dragon dans la forêt. L'elfe demande si l'humaine développe des sentiments pour un monstre, et Myria explique rapidement que ce n'est pas le cas. La jeune femme poursuit en expliquant que les monstres évoluent en différentes formes et deviennent plus puissants au fil de cette évolution, et qu'ils peuvent monter de niveau en chassant d'autres créatures. Chaque type de monstre possède un niveau maximal différent, et une fois atteint, il évolue d'un rang, puis répète le processus jusqu'à devenir de plus en plus puissant. Myria a du mal à croire que les hommes du passé aient découvert la nature des monstres, mais Marielle ne comprend pas ce que veut dire la jeune femme, puisqu'elle lui avait déjà expliqué tout cela il y a 11 ans. Le problème, selon l'humaine, est qu'elle n'avait alors que 5 ans, et qu'elle était si petite qu'elle devait lever les yeux pour faire face à l'elfe. Se sentant visiblement prise pour petite, Marielle regarde Myria avec une expression qui dit qu'elle pourrait facilement lui faire subir plusieurs mauvais tours. La mettant de côté, elle explique que des personnes spéciales apparaissent de temps en temps, capables d'entendre la voix divine et de partager des informations sur les monstres, les niveaux et tout le reste. Par exemple, il existe des saints et des héros responsables de l'humanité, qui savent tout ce qu'elle sait sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, en résumé, chaque créature ne cherche que le pouvoir, ce qui les rend de plus en plus féroces et dangereuses. Si ce dragon a vraiment sauvé Myria, l'elfe est certaine qu'un jour, ses crocs se retourneront contre l'humaine, car les monstres ne sont rien de plus que le reflet de leurs propres instincts, et il n'est pas sage d'y placer des attentes humaines. En fin de compte, la coexistence entre monstres et humains est tout simplement incompatible. Quant à lui, le jeune dragon de la peste ne se décourage pas après avoir compris qu'il est sur la voie du vilain de l'histoire. Au contraire, il se promet d'évoluer très rapidement pour pouvoir revenir sur le droit chemin. Tout comme dans les histoires de Aesgi, il veut être le héros, pas le roi démon. Par-dessus tout, il doit apprendre la transformation humaine pour pouvoir se rendre au village de Myria. Finalement, le dragon commence son périple à la recherche d'XP pour monter de niveau et sortir de cette situation le plus vite possible. Mais la mauvaise phase ne le lâche pas. Après tout, le pauvre se retrouve soudainement pris dans une toile alors qu'il marchait calmement dans la forêt. Et si la toile était assez solide pour retenir un dragon, il est juste que la créature responsable soit tout aussi puissante. Dans ce cas, une araignée géante apparaît pour préparer son repas avec sa force de rang D. En plus d'être piégé, le dragon suppose qu'il n'est pas capable de vaincre un ennemi possédant une telle puissance, mais lorsqu'il reçoit une nouvelle rafale de toile, il doit agir rapidement. Il répond donc avec un souffle de bébé, brûlant l'arrière de l'araignée qui le visait directement. Cependant, la toile qui l'entoure commence elle aussi à prendre feu, le forçant à rouler au sol pour l'éteindre, ce qui lui confère au moins la compétence de résistance au feu. Pour améliorer la situation, l'araignée est maintenant en état de brûlure, la rendant vulnérable à une attaque physique du dragon. Bientôt, le monstre ailé frappe son adversaire avec ses griffes paralysantes, mais les PV de l'araignée restent à moitié, ce qui convainc le dragon que tuer cette créature n'est vraiment pas pour tout de suite. Il profite donc de sa paralysie et s'échappe aussi vite que possible. Mais comme si cela ne suffisait pas, l'araignée se libère déjà de la paralysie et commence à poursuivre le fuyard à toute vitesse. Heureusement, le jeune dragon de la peste se souvient qu'il a acquis la compétence de vol, alors il saute et bat des ailes de toutes ses forces pour s'envoler une bonne fois pour toutes. Même ainsi, pour une raison quelconque, il ne peut toujours pas vraiment voler et est obligé de retourner au sol en continuant de rouler pour s'éloigner. 10 minutes plus tard, la poursuite continue et le dragon a déjà abandonné l'idée que l'araignée puisse manquer d'énergie. Heureusement, il fait monter sa compétence roulée au niveau 3,
ce qui augmente sa vitesse d'évasion et lui confère le titre « course de poulet ». Même agacé par ce titre lâche, le lézard n'a pas le temps d'y penser longtemps, car il fonce droit vers une falaise. À grande vitesse, il n'y a pas le temps de s'arrêter, et il vient juste de confirmer que sa capacité de vol n'est pas fiable. D'une manière ou d'une autre, la seule option est de rouler aussi vite que possible et de sauter, en espérant atteindre l'autre côté. Il le fait, et en atteignant le ciel avec une bonne impulsion, le jeune dragon de la peste déploie ses ailes et parvient à planer jusqu'à l'autre côté de la falaise. Pensant avoir échappé à la menace, il regarde en arrière et remarque un petit détail. L'araignée tisse une toile pour traverser le gouffre. Sans perdre de temps, elle bondit devant lui et reprend la poursuite de la même manière. Au moins, en guise de consolation, le dragon fait monter sa compétence roulée au niveau 4. Sur le chemin, un loup gris distrait apparaît et se fait écraser, accordant 20 points d'expérience au jeune dragon de la peste. Grâce au titre Youth ambulant, il reçoit un bonus de 12 points, passant directement du niveau 1 au niveau 3, et le loup n'était pas la seule victime du roulé du lézard. Tout ce qui apparaissait devant lui se faisait écraser, le faisant monter jusqu'au niveau 8, assez pour peut-être affronter la créature qu'il fuyait. Prenant le risque, le jeune dragon de la peste se tourne vers l'araignée et vérifie ses compétences. Parmi elles se trouvait une appelée double venin, dont il n'a aucune idée de l'effet. Quoi qu'il en soit, la stratégie est de s'approcher suffisamment pour déchaîner un souffle de bébé à pleine puissance. Cependant, l'araignée libère soudain un nuage de fumée aux 2 couleurs différentes, ce qui est probablement le double venin. Le dragon parvient à bouger grâce à sa résistance, mais il doit rester vigilant pour ne pas s'exposer trop longtemps aux substances. L'araignée attend clairement qu'il s'évanouisse pour frapper, mais comme elle ne sait pas qu'il a une résistance, il élabore une contre-stratégie. Faire semblant d'être mort pour que l'ennemi s'approche. Après avoir donné le meilleur de lui-même dans cette comédie, le jeune dragon de la peste se sentirait idiot si le plan ne fonctionnait pas. Mais l'ennemi tombe dans le piège et s'approche suffisamment pour recevoir un souffle de bébé. Son corps en flammes, elle subit ensuite un coup de queue qui met fin au combat pour de bon. Grâce à cette victoire, le jeune dragon de la peste évolue au niveau 14, ce qui représente pour lui une énorme amélioration. De plus, sa compétence souffle de bébé passe au niveau 3, et il obtient la compétence queue de dragon pour avoir utilisé sa queue au combat. Même ainsi, le dragon est anxieux d'obtenir enfin sa capacité à se transformer en humain. Cependant, la voix divine met fin aux annonces, laissant le pauvre petit en suspens. Frustré, le petit lézard volant récupère le loup qu'il a écrasé et part à la recherche d'un abri pour la nuit. À un moment de sa marche, il trouve une grotte et crie pour vérifier si quelqu'un est à l'intérieur, mais personne ne répond. Il décide donc d'utiliser ce trou comme domicile pour aujourd'hui et allume un feu pour rôtir la viande. Même s'il adore la viande grillée, le dragon se plaint que l'odeur est toujours affreuse. Alors il a l'idée d'y presser les fruits qu'il a trouvés plus tôt, car ils ont un parfum agréable, proche du poivre. Après avoir fait cela, l'expérience s'améliore définitivement de 100%. Et le dragon est sûr d'avoir trouvé un moyen d'élever ses repas à un autre niveau. D'ailleurs, comme cette grotte est libre, le jeune monstre ne veut laisser personne lui voler l'endroit. Il décide donc de l'utiliser comme base pendant qu'il cherche d'autres fruits rouges. En revanche, la grotte est trop humide et collante pour conserver les fruits. Il vaudrait mieux les faire sécher à l'extérieur. Rien qu'en pensant à cela, le dragon reçoit le titre de maître chef, ce qui lui donne l'impression d'être sur Big Brother, tellement sa vie privée est observée à chaque pas. Enfin, après avoir rempli son ventre de viande, le mini-héros se dit qu'il serait incroyable de devenir populaire dans ce village grâce à sa cuisine, mais il se rappelle rapidement que ses griffes acérées ne sont pas exactement ce qu'un humain aimerait voir. Avant toute chose, il ne peut pas se mêler à ces gens en étant un dragon. C'est-à-dire, au moins, il était plus mignon quand il était un bébé dragon. Mais maintenant, il a de grandes dents pointues, ainsi que ses yeux qui dégagent la méchanceté, ce qui le fait même penser que cette fille ne pourrait probablement pas le reconnaître maintenant. Désespéré, le jeune dragon de la peste supplie les cieux de lui accorder la transformation humaine, car jusqu'à ce moment, il est coincé dans le rôle de vilain de l'humanité. Cependant, ses prières restent sans réponse. Pendant ce temps, dans une taverne du village, Myria apprend que Dawes a été aperçu par Monsieur Beards près d'un étang pendant qu'il pêchait. Soudainement, à un certain moment de la pêche, Dawes est simplement passé devant lui,
marmonnant quelque chose, puis est allé se cacher dans les buissons. En entendant cette histoire, les amis de M. Burtz pensent qu'il invente tout. Puisqu'il boit tous les jours, bien que le pêcheur insiste sur le fait qu'il n'a pas imaginé les choses, tout était très clair pour lui. Voyant que la femme agit étrangement, l'un des hommes assis à la table demande à Myria de ne pas se blâmer pour ce qui s'est passé. Mais elle répond que ça va et s'en va sans autre explication. Sans perdre de temps, elle dit à Mariel qu'elle se rendra dans la forêt à la recherche de Dawes, mais l'elfe s'y oppose fermement à cause du danger encouru. De plus, si Dawes était vraiment vivant, il serait déjà revenu au village. Même ainsi, Myria suggère de former un groupe de recherche pour aller retrouver l'homme, mais l'elfe refuse de mettre la vie de quiconque en danger. D'un autre côté, voyant que son ami est visiblement désespéré, l'elfe promet de demander à la guilde des aventuriers d'enquêter sur l'affaire. Le lendemain, après avoir bien mangé et bien dormi, le jeune dragon de la peste se sent prêt à beaucoup évoluer, jusqu'à enfin obtenir sa capacité de transformation en humain. Après s'être lavé le visage dans un lac, il aperçoit quelque chose d'étrange au bord de l'eau, comme un slime ou quelque chose de similaire. Cependant, lorsqu'il observe le statut de la créature, la tête du dragon se met à tambouriner de douleur, et en même temps, la compétence d'affichage du statut passe du niveau 3 au niveau 4. Même Hirushia se demande quel genre de créature peut bien posséder des statistiques aussi absurdes, lorsque soudain le slime monstrueux le remarque et projette un tentacule dans sa direction. Hirushia parvient à s'enfuir de justesse et, une fois réfugié dans la forêt, il réalise que ce slime inquiétant n'avait en réalité pas des statistiques si élevées. Il s'était trompé en lisant les données plus tôt. Malgré tout, la créature reste bien trop dérangeante, alors il décide de la laisser tranquille pour le moment. Il choisit de chercher ses cibles dans une autre direction aujourd'hui, lorsqu'il remarque soudain un pot dissimulé dans les buissons. Hirushia pense qu'il pourrait servir à conserver des fruits, mais à peine le touche-t-il que le pot bondit dans les airs. Ce n'est pas un objet, mais un monstre appelé Potortis. En observant ces statistiques, Hirushia constate qu'elles ne sont rien d'exceptionnel. Il attaque donc le Potortis avec un coup de poing enflammé, mais cela ne lui inflige pratiquement aucun dégât. Motivé, Hirushia décide alors de tout donner et bombarde le monstre d'attaque. Cependant, le monstre pot atteint un niveau de nonchalance absolue. Il récupère des PV simplement en se reposant, même pendant qu'Hirushia l'attaque. Peu importe ce qu'il fait, la coque extrêmement dure du monstre le protège de tous les dégâts. Hirushia décide alors de passer en mode créativité. Il jette le monstre dans la rivière, et cette fois, ça fonctionne. Le Potortis coule et meurt noyé. Hirushia obtient les points d'expérience et monte de niveau, mais reçoit également un nouveau titre, Roi sournois, tandis que son titre de malfaiteur gagne aussi un niveau. Il se sent mal à l'idée de s'enfoncer encore davantage dans la voie du méchant, quand soudain, un groupe de monstres peaux l'entoure. Hirushia comprend qu'ils ont été appelés lorsque le premier monstre a utilisé la compétence cri, et ils sont tous furieux. Ils se regroupent, et Hirushia pense qu'ils vont se transformer en une sorte de monstre ultime, mais à la place, ils forment une tour très haute, à l'apparence extrêmement instable. Hirushia s'envole, attrape le monstre situé tout en haut, puis le projette violemment sur la tour, écrasant tous les monstres en une seule attaque. Grâce à cela, il apprend une nouvelle compétence appelée météorite et obtient 600 points d'expérience, ce qui le propulse directement au niveau 30. Ses compétences montent également de niveau, ce qui le rend très satisfait. Malheureusement, les coques se brisent après la défaite des monstres, et il ne lui reste pas un seul pot utilisable. Il décide donc d'utiliser les monstres comme viande, mais commence ensuite à se dire qu'il devrait manger davantage de légumes. Alors qu'il avance, il remarque que le ciel prend une teinte violette. Intrigué, Hirushia décide de suivre la direction des bruits de pas, ce qui le mène jusqu'à un ours qui se promène tranquillement, l'air parfaitement indifférent au monde qui l'entoure. Hirushia demande alors à Siri d'analyser ses statistiques, mais elle lui répond qu'il est trop éloigné pour en voir les valeurs exactes. En revanche, elle peut lui fournir des informations sur son espèce. Il s'agit d'un monstre de rang D+, appelé ours d'argile. Son corps est composé de boue solidifiée, et il possède une puissance élevée, ainsi qu'une capacité de régénération impressionnante. Hirushia comprend rapidement que ce monstre est du même rang que lui, et il se demande s'il serait capable de le vaincre dans un combat équitable. Cependant, sa véritable motivation est ailleurs.
Si cet ours est réellement fait d'argile, il pourrait l'utiliser pour fabriquer des pots et toutes sortes d'objets. Hirushia ne peut pas laisser passer une occasion aussi en or entre ses pattes toxiques et il se met à poursuivre l'ours, qui ne semble toujours pas l'avoir remarqué. Il décide alors de lancer une attaque surprise, bondissant sur le monstre par derrière. Mais à la dernière seconde, l'ours se retourne et révèle de mortels pics jaillissant de sa poitrine. Hirushia évite de justesse l'empalement et recule en sautant, déclarant que ce monstre ne mérite absolument pas d'être appelé un ours avec des pics pareils. L'ours d'argile riposte en tentant un plaquage corporel, qu'Hirushia esquive avant de contre-attaquer avec une attaque roulée. Il réussit à faire fondre une bonne partie de sa barre de vie, mais l'ours utilise immédiatement une compétence de soin, restaurant complètement sa santé. Hirushia comprend alors qu'il est impossible de l'éliminer d'un seul coup. Il n'a d'autre choix que d'adopter une stratégie de harcèlement, frappant et se repliant jusqu'à ce que le monstre épuise son mana. Il continue d'esquiver les pics meurtriers de l'ours tout en lui infligeant des dégâts, et lorsqu'il sent que sa capacité de régénération commence à ralentir, Hirushia se prépare à porter le coup final. Mais soudain, l'ours d'argile déclenche une tempête de sable autour de lui. Lorsque la tempête se dissipe, des pics ont également poussé sur son dos. Hirushia le traite aussitôt de hacker, car avec ses nouveaux pics, il ne peut plus utiliser son attaque roulée. Heureusement, après un combat aussi long et l'utilisation répétée de compétences lourdes, l'ours a perdu la majeure partie de son mana. Hirushia décide donc de continuer à l'user encore un peu. Soudain, l'ours arrache son propre bras et le projette violemment vers Hirushia. Celui-ci esquive sans difficulté et remarque que le bras se transforme en argile ordinaire dès qu'il se détache du corps principal. L'ours d'argile continue alors de tirer des pics sur lui, qui se changent eux aussi en argile une fois séparés. C'est à cet instant précis qu'Hirushia il fonce sur l'ours et utilise ses griffes pour lui arracher un bras. Comme d'habitude, celui-ci se transforme en argile. Hirushia la roule rapidement en une boule, puis s'élève dans les airs. Il pense que frapper l'ours d'argile avec une simple compétence de météorite ne suffira pas. Il décide donc d'improviser et met tout le poids de son corps derrière sa technique de météorite. L'attaque parvient à transpercer le corps de l'ours d'argile, et Hirushia gagne 300 points d'expérience, ce qui le fait passer au niveau 33. Il obtient également une compétence appelée casse-noix, en référence à ce qu'il vient de faire. Il est désormais complètement épuisé, mais au moins il a récupéré de l'argile, qu'il utilise pour fabriquer des pots et des jarres. Il construit aussi un four, y place les poteries pour les cuire, puis décide d'aller chercher de quoi dîner en attendant. Il part cueillir des légumes et des champignons et tombe sur un champignon de foudre, nutritif et savoureux, mais doté d'un léger poison paralysant. Hirushia n'étant pas encore résistant à la paralysie, il le jette et remercie Siri, qui a gagné en niveau, de lui fournir des informations plus détaillées. Après cela, il découvre une fleur géante, mais alors qu'il s'apprête à l'analyser, celle-ci l'attaque. Hirushia panique, mais parvient finalement à l'arracher de sa tige, la tuant sur le coup. Siri lui explique qu'il s'agit d'une plante carnivore qui se nourrit d'animaux, mais qu'elle est incapable de digérer le sel et l'accumule dans ses racines. C'est l'objet le plus précieux qu'Hirushia puisse trouver pour améliorer ses repas, et il ramène chez lui le bulbe rempli de sel. Pendant ce temps, Mordizo prie pour Marie et franchit la barrière protégeant le village afin de retrouver Daz. Elle est prête à affronter tous les dangers tant qu'elle peut le retrouver et le ramener sain et sauf, même si elle doute de pouvoir faire confiance à ce vieil ivrogne. Elle se souvient de la façon dont Daz l'a fait chanter pour qu'elle rejoigne son groupe et pense que si elle l'avait arrêté à temps, lui et le vieil homme seraient peut-être encore en vie. Soudain, un monstre vert l'attaque, mais Marie utilise immédiatement une boule de feu pour l'éliminer, se rappelant de rester calme quoi qu'il arrive. De son côté, Hirushia découvre un immense champignon monstrueux capable de marcher et d'attaquer les gens une fois arrivé à maturité, et qui se révèle étonnamment délicieux. Il l'ajoute à sa liste d'ingrédients, puis trouve un autre champignon étrange. Siri lui apprend qu'il s'agit d'un champignon de rang N, extrêmement précieux. S'il est cultivé correctement, il pourrait soutenir l'économie d'un... Hirushia commence à rêver de rouler sur l'or en entendant cela. Mais lorsque Siri lui révèle que ce champignon est une drogue extrêmement puissante, capable de rendre tout le monde dépendant, il change immédiatement d'avis. Il brûle les champignons afin que personne ne tombe dans l'addiction, et son titre de petit héros gagne un niveau. Par la suite, il découvre des baies de poivre à l'état sauvage.
Ciri lui explique qu'autrefois, il s'agissait de l'épice la plus recherchée au monde, valant son poids en or. Irushia récolte aussitôt tout le poivre. Au même moment, Myr s'enfonce profondément dans la forêt, parvenant mystérieusement à éviter les monstres. Elle réalise qu'elle est déjà bien trop avancée dans une zone dangereuse et que continuer plus loin pourrait l'amener à affronter quelque chose bien au-delà de ses capacités. Elle décide donc de rentrer chez elle après avoir une dernière fois observé les abords du village. Plus tard dans la nuit, Irushia utilise un champignon lumineux pour éclairer sa caverne, puis vérifie les pots qu'il avait mis à cuire. Ils sont parfaitement réussis et il s'en sert pour préparer un ragoût avec les ingrédients récoltés durant la journée. Grâce au sel et aux champignons, le plat est encore plus savoureux et Irushia commence à parler comme un critique gastronomique, bien qu'il ne connaisse pratiquement rien à la cuisine. Il explique comment le sel fait ressortir les saveurs umami du plat, puis crée des baguettes pour manger, ce qui constitue déjà la méthode la plus compliquée pour se nourrir, même avec des mains humaines plutôt qu'avec des griffes de dragon. Grâce à l'utilisation du sel, son titre de chef passe du niveau 1 au niveau 2. Il remarque soudain que le bol qu'il utilise est un peu difficile pour boire, et qu'il renverse même une partie du ragoût. Il décide alors d'améliorer également ses compétences en poterie et prévoit de fabriquer un nouveau bol ainsi que d'autres ustensiles le lendemain. Il commence même à rêver de recouvrir les parois stériles de la caverne avec des briques d'argile, et Ciri lui annonce qu'il a désormais obtenu le titre d'artisan céramiste. Le lendemain, une calèche se dirige vers le village voisin de la forêt, et 2 jolies aventurières en descendent pour enquêter sur les lieux. Elles se demandent si elles peuvent réellement trouver un survivant dans la forêt, mais la guilde leur a confié cette mission et elles doivent l'accomplir. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, Irushia a commencé à aménager sa caverne avec des meubles en argile. Il chasse les loups et les ramène à la caverne pour les traiter. Un côté entier de la grotte est rempli de la fourrure qu'il a retirée des loups, et Irushia décide de la faire sécher plus tard, car il doit d'abord assaisonner la viande et la laisser sécher en prévision des saisons froides. Il est plutôt satisfait de ses progrès et pense qu'il commence à s'habituer à ce nouveau monde. Cependant, lorsqu'il sort pour récupérer la viande séchée, il découvre des singes en train de la dévorer. Irushia entre dans une colère noire et chasse les singes, mais cela lui fait comprendre qu'il doit trouver une solution permanente à ce problème, sous peine de perdre toutes ses réserves de viande. Une idée lui vient alors à l'esprit, et il décide de concocter un poison de très haute qualité, à la manière du grand Walter White, afin d'en enduire la viande séchée et d'éliminer les singes. Alors qu'il parcourt la forêt pour récolter des ingrédients dangereux, Irushia se rend soudain compte qu'il est désormais capable de distinguer les champignons et les plantes toxiques d'un simple coup d'œil, sans l'aide de Ciri. C'est la toute première fois qu'un humain prend le travail d'une IA. Par la suite, il tombe sur un champ de fleurs et décide d'en cueillir quelques-unes pour décorer sa caverne, car il devrait toujours y avoir au moins une chose jolie à contempler dans la vie de chacun. Cependant, tandis qu'il rêve éveillé à une caverne élégante et accueillante, un petit monstre adorable surgit devant lui. Irushia est surpris et demande immédiatement des informations à Ciri. Il apprend que cette mignonne mangouste s'appelle la princesse du poison et que toutes ses compétences sont liées aux toxines. Irushia est quelque peu terrifié par la créature, mais celle-ci semble tout aussi effrayée et prend la fuite. Soudain, un morceau d'argile tombe non loin de lui, détournant son attention, et profitant de cette ouverture, la princesse du poison le mord avant de s'enfuir à toute. Irushia ne comprend pas immédiatement sa stratégie, jusqu'à ce que le poison commence à faire effet. Il se sent incroyablement faible et ne peut plus bouger l'épaule où il a été mordu. Ciri lui annonce alors que sa compétence de résistance au poison a gagné un niveau. Irushia réalise que la princesse du poison utilise un poison bien plus puissant que tout ce qu'il a affronté jusqu'à présent, et il perd connaissance tandis que le petit monstre ricane d'un air menaçant.